Bonjour à tous, bonjour, nous sommes sur le talk show Alt, le show de la chaîne Slow Nation. Nous sommes accueillis aujourd'hui par Creatis, qui est un incubateur de médias à impact, qui a eu la gentillesse de nous accueillir pour aujourd'hui. Et nous filmons au sein du lab pour cette émission. Alors aujourd'hui, on a pas mal d'invités super intéressants. Le concept du show, c'est de mettre en lumière les alternatives. Et j'espère que vous allez ressortir avec plein de pépites dans la tête, de l'inspiration et des envies. En tout cas, moi, quand j'ai vu la liste des invités, j'étais méga motivée et j'ai plein de questions. Alors j'espère que ce ne sera pas trop personnel parce que j'ai des questions pour préparer mes vacances. Et on va commencer d'ailleurs en parlant de voyage avec Alizé et Chiara qui sont avec nous aujourd'hui de Mollo, qui est la plateforme qui nous aide à remettre le trajet au cœur du voyage. Ce n'est pas moi qui ai inventé cette punchline, c'est le motto de votre boîte. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire un petit peu plus sur Mollo, nous en dire plus? Oui, carrément. Du coup, moi, c'est Alizé, j'ai 24 ans et avec Chiara, on a cofondé Mollo, qui est une plateforme globalement avec plein de destinations accessibles sans avion ni voiture, partout en France, en Europe et même au-delà. On a lancé ça en mars dernier. Et depuis, on ne fait qu'ajouter plein de destinations qui sont bas carbone pour montrer qu'il y a un nouveau imaginaire à créer autour du voyage et qu'en fait, c'est pas arrêter de prendre l'avion qui veut dire arrêter de voyager. Et avant de rentrer dans le cœur du sujet, vous n'êtes pas devenu digital nomade, toujours en voyage, à force d'organiser ces voyages pour les autres? Pas encore, malheureusement. On aimerait bien tester pas mal de nos voyages, mais non, là, de base, on travaille à Paris et on a eu, je pense, chacune 2 gros voyages qui nous ont impactés, qui nous ont mis sur ce chemin-là, sur ce projet-là, qu'on a réalisé sans avion. Mais après, non, l'idée, c'est de rester sur une consommation du voyage aussi raisonnable et on prend nos vacances comme les autres et on n'est pas partout sur la route tout le temps. Et c'était quoi ces voyages ? Du coup, moi, c'est un peu ce qui m'a déclenché tout cet intérêt pour le voyage bas carbone et même les questions environnementales de manière générale. Je suis allée jusqu'en Laponie suédoise en train, donc avec pas mal de trains de nuit et en hiver, donc tout ce qui va avec, à l'arrivée à la gare avec des mètres de neige quand on sort, les aurores boréales, le patin à glace sur des lacs gelés, etc., etc. C'était dans le cadre de mon Erasmus. Enfin, moi, j'ai fait mes études à Stockholm pendant 6 mois. Donc, c'était un peu à la fin de tout ça, passé en plus avec des gens avec qui j'avais passé les 6 derniers mois. Donc, c'était assez incroyable. Pendant le Covid, donc il y avait globalement personne là-bas, à part des Suédois, parce que le pays était plus ou moins fermé. Donc assez fou. Et en fait, on a l'impression que c'est hyper loin. Et c'est vrai que c'est loin. Mais finalement, pour se rendre à Stockholm, on va jusqu'en Allemagne. Ensuite, il y a un train de nuit qui nous amène là-bas, puis un autre train de nuit vers la Laponie. Donc finalement, c'est 2 nuits de voyage, quelques heures pour se rendre en Allemagne. Donc c'est faisable en faisant quelques arrêts et le trajet fait vraiment partie du voyage parce qu'en fait, quand on embarque dans un train et qu'on se réveille et qu'il y a des rennes à 2 mètres, c'est ouf, quoi. Et c'était ton intention de le faire en train ou qu'est-ce qui t'a en fait poussé à prendre cette décision ? Ouais, c'était un moment à la fin de mes études où je me posais beaucoup de questions sur ce que j'allais faire ensuite, comment j'allais moi avoir un impact positif. Et c'est vrai que en Suède, c'est des questions qui reviennent beaucoup. Enfin, la honte de prendre l'avion, c'est quand même assez développé dans le pays déjà. Et donc les infrastructures font en sorte que c'est possible de le faire. Et c'est vrai que du coup, je suis partie moi juste après la première vague du Covid. Et avant ça, j'ai beaucoup voyagé en avion. Et donc pendant le Covid, où je me suis posé la question de ok, en fait, c'est pas possible de faire ça et comment je vais faire pour moi continuer à voyager. Je savais que je devais partir en Suède dans tous les cas. J'ai beaucoup analysé la question et une fois que j'avais rejoint la Suède en train, je me dis je vais pas aller jusqu'au nord de la Suède en avion, ça fait aucun sens. Et au final, j'ai proposé ça à mes amis. On avait une cabine, on était 6, donc on remplissait la cabine. Et en fait, tout le monde était trop content d'avoir fait l'expérience du train de nuit. Donc ça partait de moi, mais au final, ça a un peu motivé tout le monde et c'était une chouette expérience, quoi. Et du coup, le trajet devient en soi le voyage. C'est ça. Et toi, c'était quoi ton expérience ? Alors moi, je me suis rendue en Grèce, sans avion. Je pense que c'est important de dire aussi que la preuve en est, toutes les deux, au départ, on était des voyageuses. On a pas mal pris l'avion, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent mais moi, j'adore voyager, je peux pas arrêter. On est passé par là aussi, on a toutes les deux pris goût au voyage et on a toutes les deux pris conscience à la fin de nos études, parce qu'on a fait des études d'ingénieur et qu'on a eu la chance d'aborder pas mal, de plus en plus ce genre de sujet-là,
que nos voyages avaient un impact énorme sur notre empreinte carbone et qu'il y a des solutions. Et du coup, c'est justement là où, un dernier été, dans ma dernière année d'études, avec des amis, on veut se rendre en Grèce parce que c'est bête, mais c'est dans l'imaginaire des voyages. Il y avait tout le monde cet été-là qui voulait, c'était la sortie du Covid, tout le monde voulait aller à la plage en Grèce. J'ai la chance aussi d'être dans un groupe d'amis qui est assez sensibilisé, et donc on était 3 à vouloir essayer de se rendre sans avion en Grèce. Donc on a passé pas mal de semaines à organiser le voyage, parce qu'en plus à ce moment-là il y avait encore des frontières qui n'étaient pas forcément complètement ouvertes, des trains qui ont été supprimés à cause du Covid, enfin ce genre de choses. Donc ça a été une bonne grosse galère, mais finalement on s'est rendu donc en Grèce, dans les Sporades plus précisément, et on est passé par l'Italie. Donc on a traversé toute l'Italie et ensuite on a pris un ferry entre Bari et Igoumenitsa en Grèce. Après on a traversé toute la Grèce en train. On est passé par Kalambaka, et donc les météores. Je ne sais pas si c'est un paysage qui vous parle, mais c'est un spot qu'on n'avait pas du tout prévu de visiter. Enfin, nous, notre but, notre destination, parce qu'on pense toujours en termes de destination au départ, c'était les plages en Grèce, quoi. Voilà. Et enfin voilà, les eaux turquoises et tout ça. Et en fait, là, on s'est plongé complètement au cœur de la Grèce, en plein centre, dans les montagnes. Et en fait, on a découvert ce paysage des météores qui, en fait, pour moi, est le meilleur souvenir du voyage. Et maintenant, ça fait 2-3 ans, je ne sais plus, je pense que les meilleurs souvenirs que j'ai, et en tout cas les plus marquants, c'est cette semaine-là, parce qu'on a pris une semaine pour faire le trajet, parce qu'on s'est arrêté en chemin. On a visité l'Italie, on a visité la Grèce. C'est celle-là qui m'a le plus marqué et dont j'ai le plus de souvenirs. Donc en fait, le trajet qui n'était pas du tout prévu à la base est devenu la plus grande source de souvenirs. Et c'est au départ, à la base, qu'on voyage aussi, pour les souvenirs. Donc, ouais. Et en fait, j'ai l'impression, quand je vous entends, c'est qu'au final, en faisant un voyage, on en a 5, 6, 7 différents, avec des expériences et même des cultures, en passant par les pays complètement différentes. Oui, carrément. C'est aussi ça qu'on nous dit beaucoup, parce que quand on fait la promotion d'un voyage sans avion, beaucoup de gens entendent arrêter de voyager, en tout cas diminuer drastiquement. Et alors, quid de tout ce que ça apporte, le voyage, de rencontrer d'autres gens, de rencontrer d'autres cultures. Et finalement, ce qu'on répond souvent, c'est qu'en voyageant de cette façon-là, mine de rien, limite, on en rencontre encore plus, on s'y confronte encore plus. Et certes, c'est peut-être pas des cultures totalement, drastiquement différentes comme en Asie, en Amérique du Sud, mais c'est peut-être déjà bien d'apprendre à connaître ses voisins aussi. Donc ça fait complètement partie du deal. Et comment ça marche concrètement ? Donc si on veut, si par exemple, demain, je dis à mon copain, allez, c'est bon, on part en Lettonie. Voilà. Je veux mon voyage en Lettonie. Comment ça marche avec votre site ? Alors, globalement, sur le site, on propose tout un tas de destinations. Donc il y a déjà plein d'idées c'est ça. Pour ceux qui c'est un peu une pas, plateforme inspirante en se disant, j'ai 3 semaines ou j'ai 1 semaine, etc. On adapte un peu selon le temps qu'on a. Et je veux faire un voyage plutôt nature, plutôt gastronomie, plutôt ville, ça dépend. Et ensuite, nous, on va vraiment venir décortiquer l'itinéraire pour se rendre à la destination finale, en disant que l'idée, c'est pas seulement de se rendre à la destination finale, mais de s'arrêter en chemin. Donc, si on prend par exemple, je sais pas, Budapest, on va aller s'arrêter à Vienne sur le chemin, visiter la ville, etc. Et en général, on propose toujours 2 trajets pour se rendre à destination, en se disant qu'à l'aller et au retour, on va pouvoir visiter des choses différentes. Et du coup, on propose tous les liens pour aller réserver ses billets. Donc en 3 clics, on peut réserver toutes les étapes du trajet. Et on fait quelques recommandations sur les choses à visiter sur place. En fait, pourquoi ça vaut le coup de s'arrêter 2 jours à Vienne et de pas juste passer rapidement comme ça. Donc ça, c'est globalement ça pour les destinations en Europe. Et on a aussi pas mal développé les choses en France, parce que c'est aussi important de découvrir ce qu'il y a autour de chez nous. On s'en est rendu compte nous-mêmes. Enfin, on avait envie d'aller à l'autre bout du monde sans être jamais allé en Bretagne. Enfin, je dis ça au hasard. Et du coup, sur la France, on a encore plus développé ça. On a le trajet en train, évidemment. Mais ensuite, sur place, comment je vais pouvoir louer un vélo à la gare, comment je vais trouver tous les transports pour me déplacer dans les environs, quelles activités je vais pouvoir faire sans voiture, que ce soit des randos, du vélo, des musées, etc. Et même les logements sur place, éco-responsables si possible, en tout cas accessibles sans voiture. Donc sur la France, on a développé un maximum toute l'offre touristique accessible en 3 clics. Et sur l'Europe, en tout cas, tout le trajet est accessible facilement et pas mal de recommandations déjà. Et vous avez aidé aussi certaines personnes à structurer des voyages assez improbables, dont il y a 2 exemples. Il y a des personnes que vous avez aidées à aller à la COP 28 et d'autres personnes à Bali, c'est ça, sans avion. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Parce que là, ça m'intéresse.
Bon, après, il y a des gens qui veulent se rendre aussi loin pour certaines raisons, que ce soit personnelles ou professionnelles. Donc là, c'est aussi pour ça qu'on les a accompagnés. Nous, notre idée, c'est aussi de dire qu'on n'est pas obligé d'aller aussi loin, parce que même si on prend le train ou le bus, ce genre de voyage a un impact. Quand on va aussi loin, mine de rien, c'est quand même assez fort, même si c'est pas de l'avion. Mais oui, on a accompagné un projet qui s'appelle Shimla, donc qui est porté par Yoann Reboul et Victoria Guillemont, donc, pour se rendre au départ en Inde sans avion. Et il se trouve qu'ils se sont arrêtés à la COP en chemin, ce qu'ils ont pu faire parce qu'ils ne prenaient pas l'avion d'ailleurs. Et comme quoi, voilà, ouais. C'est ça, c'est qu'il y a plein de choses à faire en chemin, dont s'arrêter à la COP, rien que ça. Et d'ailleurs, toutes les news du monde entier en ont parlé voilà, de ça. Je crois que c'est les seules personnes qui sont venues sans avion à la COP, d'ailleurs, ouais, de toute l'histoire des COP. Probablement. Je pense qu'ils ont bien galéré aussi, mais mine de rien, c'est faisable. Après, ces gens-là, on les a un petit peu aidés, mais c'est des gens qui avaient déjà fait un gros du travail, hein, parce que il faut... tous ces itinéraires-là prennent du temps, et l'idée de Molo, c'est que ce soit communautaire, et donc c'est des gens qui ont fait tout ce travail-là le rapportent, et nous on le met sur le site et on en donne de la visibilité pour que d'autres puissent le réutiliser. Mais voilà, Victoria et Yoann, ils sont allés ils ont essayé d'aller jusqu'en Inde sans avion. En tout cas, ils sont allés jusqu'à la COP à Dubaï sans avion, et pour ça nous on les a accompagnés jusqu'à la Turquie, donc aux frontières, parce qu'on n'a pas plus que la Turquie sur le site pour l'instant, ou dans les itinéraires qu'on a référencés. Mais voilà, ils ont traversé toute l'Europe. Ils ont pris un dernier train de nuit entre Sofia et Istanbul ensuite pour rejoindre la Turquie. Et après, ils ont continué leur périple avec un peu moins de train, parce que dans ces pays-là, c'est plus compliqué. Ouais. Mais voilà, ils ont montré qu'en tout cas, c'était faisable. Et malheureusement, ils n'ont pas pu traverser ensuite en ferry entre Oman et l'Inde. Et ils ont dû prendre un avion, malgré des jours et des jours d'efforts à essayer de trouver une solution. Donc ça prouve, à la fois c'est génial, parce que ça prouve qu'il y a une grosse partie du trajet et des tas de choses qui sont faisables en train, et à la fois ça montre qu'il y a tout un monde qui n'est pas du tout organisé autour de ce mode de transport, et qui est complètement organisé autour de la voiture ou de l'avion, et qu'il y a encore beaucoup de boulot à faire pour qu'on ne te regarde pas comme un ovni quand tu dis que tu as envie de prendre le bateau pour te rendre en Inde et pas l'avion. Et que ça devienne quelque chose de commun, et même de plutôt cool. C'est plus une façon dont on voit les choses et comment on est conditionné à voir le voyage. Ah ouais, mais on en est malheureusement loin, parce que c'est pas... Parfois, en France, on a la chance d'avoir un énorme réseau ferroviaire, mais dans ces pays-là, c'est pas juste un mode de pensée. C'est concrètement, il n'y a pas les infrastructures pour. Donc, Et Bali, sans avion, comment on fait ? Bali, c'est encore plus loin, pour le coup. Ça, c'était un projet qui, à la base, n'incluait pas du tout ce sans avion. En fait, c'est un couple qui avait décidé aussi, parce qu'ils pouvaient être en freelance et un peu digital nomade, comme tu le disais, de se dire qu'ils se prenaient 1 an pour aller à Bali, justement, et vivre 1 an là-bas et voir ce qui allait se passer, quoi. Et en fait, au fur et à mesure de la programmation de ce projet, ils se sont rendus compte que partir à Bali en avion, ça correspondait plus du tout à leur mode de vie, à l'urgence climatique, à ce qu'eux faisaient au quotidien. Enfin, ils sont tous les deux véganes, par exemple, donc ça allait pas du tout dans leurs valeurs. Et ils se sont dit, mais quand même, c'est un projet qu'on a depuis tellement d'années que ce serait dommage de l'abandonner. Et donc, on va essayer de se lancer, mais sans avion. Donc, ils sont partis fin juin de Paris. Et ils ont traversé l'Europe jusqu'à Istanbul, en prenant le temps de s'arrêter à chaque endroit. En plus, ils travaillent un peu sur le trajet, donc ils prennent un peu plus le temps. Enfin, ils vivent vraiment dans les villes où ils vont. Et donc après la Turquie, ils sont passés par la Géorgie, l'Ouzbékistan, le Kazakhstan, la Chine, etc. Et ils sont ensuite allés au Cambodge, où en fait la famille de Virak habite. Et donc c'était en fait l'occasion d'aller revoir sa famille qu'il n'avait pas vue depuis hyper longtemps, d'y passer 2 mois, de vraiment s'immerger dans la culture cambodgienne. Et là, ils viennent tout juste de repartir il y a quelques jours, ils viennent d'arriver en Thaïlande. Donc pareil, un train de nuit, je crois, entre les 2 pays. Pour le coup, en Asie, c'est quand même... une fois qu'on passe le Moyen-Orient, globalement, il y a beaucoup plus de transports bus ou train, et vraiment pas cher. Enfin, parfois, ils font des trajets de 15 heures avec repas compris et je ne sais quoi pour l'équivalent de 10 €. Donc une fois qu'on a passé les quelques pays frontaliers de la France, en fait, il y a beaucoup d'options pour pas cher. Une fois qu'on arrive en Inde, et même parfois, on peut traverser le pays pour 3 $. Et du coup, là, l'objectif, c'est d'ici 2 mois d'arriver à Bali et de rester un peu là-bas, mais... Voilà, c'est un gros projet qu'ils avaient et qu'ils prennent le temps de faire, mais en tout cas, c'est faisable, quoi.
Merci. Vous avez des projets en cours ou quelque chose dont vous voulez nous parler avec Molo ou même personnellement? Voilà. Personnellement et mollo, parfois c'est un petit peu lié. mais ouais, on a des tas de projets pour 2024. Ce qui est fou, c'est qu'on s'est lancé en mars en 2023. Et en quelques mois, il y a eu un engouement de dingue sur, pas que sur Molo, sur le voyage en train de manière générale, sur voyager différemment, même à vélo. Et donc, ça donne à la fois de l'énergie, mais à la fois plein de perspectives à développer avec Molo. Et dont un gros sujet qu'on aimerait pousser en 2024, c'est le sujet du voyage en vélo, en train plus vélo. Donc ça, c'est quelque chose qui va pas mal nous occuper de manière générale sur l'outdoor, les voyages outdoor et ce qui peut être accessible en train à travers tout ça. C'est ce que j'allais dire, vous avez des négociations avec SNCF pour laisser un peu plus de place pour les vélos? Alors on n'est pas encore assez gros pour avoir une grande influence, mais on essaye. Et en tout cas, l'avantage du vélo, c'est que ça permet vraiment la micro-aventure pas loin de chez soi. Et c'est vrai que moi, j'ai commencé à faire quelques petits week-ends juste en partant de Paris, en prenant un TER. Et en fait, en 2-3 jours, on est totalement déconnecté, dépaysé. C'est ça aussi qu'on veut pousser. Donc voilà, à la fois du train, du vélo, un peu des deux, un peu de rando et tout ça. Montrer que c'est quand même accessible sans voiture, ce qui n'est pas toujours évident. Ça va être un des gros projets du début d'année, là. Génial, merci beaucoup. Est-ce qu'on a des questions sur le chat? Oui, on va avoir des questions. Alors apparemment, il faut que je regarde mon écran. Alors, qu'est-ce que nous avons? Il y en a pas mal. Est-ce que ce n'est pas plus cher de faire des voyages sans avion? Question auquel on ne s'attendait pas du tout, qui n'arrive jamais. Mais non, jamais. Alors oui, globalement. Alors c'est toujours très difficile de répondre à cette question. Déjà, il ne faut pas se baser sur les prix français. Parce que il y a d'autres pays en Europe, et même quand on va encore plus loin, où le prix des trains n'est plus du tout le même. Mais du coup, globalement, oui, il y a des études qui ont été sorties récemment, notamment une par Greenpeace, qui prouvent que oui, voyager en train, ça coûte parfois 2,5 fois plus cher, ou en tout cas, ça peut avoir un prix. Après, c'est tout l'intérêt de tout ce qu'on essaye de mettre en avant sur Molo, c'est que c'est pas juste un trajet, c'est pas juste un moyen de se déplacer, c'est que moi typiquement à Noël je suis allée au Danemark en train et je me suis arrêtée sur le chemin et je me suis arrêtée à Strasbourg, je me suis arrêtée à Hambourg après et donc finalement je fais plusieurs voyages en un et donc c'est un prix qui est difficile à intégrer et donc oui on paye un peu plus cher mais on voit aussi beaucoup plus de choses, on découvre plus de choses et encore une fois c'est pas toujours le cas, parfois et ça arrive quand même assez régulièrement où l'avion n'est pas forcément si avantageux que ça. Et surtout, cette histoire de prix sur la différence de prix entre le train et l'avion, c'est une conversation plus globale qu'on peut aussi nous pousser auprès de nos élus et de toutes les personnes avec qui qu'on fréquente. Voilà, mettre cette conversation sur la table au sein de notre environnement, histoire de pouvoir changer les choses. Deuxième question, non, c'était la seule question qu'on a eue pour l'instant, qui m'a été envoyée 3 fois par le chat. Donc apparemment, tout le monde voulait savoir. mais très juste à ce niveau-là, c'est vrai que c'est de savoir si le train est trop cher ou si l'avion ne l'est pas assez. Et c'est vrai qu'il faut encore le répéter, même si ça devient de plus en plus médiatisé. L'avion a quand même beaucoup d'avantages fiscaux que le train n'a pas. Et ça, c'est complètement politique. C'est une décision politique. Le service ferroviaire, c'est aussi un service public. Et donc, si on veut que le train soit moins cher, il faut le demander et pas hésiter à le faire savoir. Et le prendre. Et le prendre, oui, évidemment, c'est une façon de le demander. Oui. Et c'est marrant parce que moi, j'ai vécu pendant 14 ans aux États-Unis et j'avoue, une des choses qui m'a manqué le plus, c'est les voyages en train. Et quand je suis revenue il y a quelques mois et que chaque fois que je prenais mes allers-retours avec ma nouvelle carte de voyageur, j'étais tellement fière de moi. Je prenais des photos dans tous les trains et je les envoyais à tous mes potes américains qui étaient là « Mais mon Dieu, mais c'est génial, vous avez des trains !» Et en fait, j'ai l'impression on sortait de la révolution industrielle il y a 100 ans en disant « Oui, on a des trains !» Et c'est assez intéressant de voir comme les idées et la façon dont on voit les choses comptent. Alors, quel conseil donneriez-vous à ceux qui envisagent de voyager sans avion pour la première fois ? Alors, je pense qu'un des premiers conseils, c'est d'être prêt aux péripéties potentielles. C'est-à-dire qu'un voyage en avion, globalement, on sait que, sauf intempéries ou je ne sais quoi, mais
Les aéroports, c'est un peu tous les mêmes partout, donc on sait à quoi s'attendre, on arrive à un endroit, enfin voilà. Le voyage en train, surtout si on va loin et qu'on fait plusieurs correspondances, mais en fait, il faut s'autoriser à prendre le temps pour que tout se déroule tranquillement. Parce qu'on n'est pas à l'abri d'un retard qui s'enchaîne mal si on avait une petite correspondance, etc. etc. Par contre, on est prêt à ces péripéties-là. En contrepartie, si on est hyper ouvert et qu'on est convaincu qu'on le fait pour les bonnes choses, en fait, ça va nous amener plein de belles rencontres, etc. Parce que personnellement, je pense, jamais discuté avec mon voisin dans l'avion. Par contre, en prenant le train de nuit, c'est obligé que les gens avec qui vous allez être dans la cabine, en fait, vous allez discuter avec eux parce que vous partagez une chambre presque. Donc finalement, on discute pas mal. Les gens travaillent pas en général parce que c'est le soir. Donc une fois qu'on est prêt à prendre le temps et ouvert à la rencontre, il nous arrive plein de choses, mais je pense que c'est ça l'essentiel. Et donc, on peut aller s'inspirer sur Molo où on détaille tous les trajets et on donne le plus d'informations possible pour que ça se passe bien, la première expérience. Merci beaucoup. Merci. Je vous invite tous donc à aller sur le site, sur les réseaux. Et merci beaucoup. Vous repartez en train ? On est à Paris, donc Ah bon, bah voilà. À vélo. À vélo, parfait.